Quel petit garçon ne s'est pas déjà imaginé en héros? L'enfant qui se figure le danger pense toujours en triompher. L'innocence est une disposition de l'âme qui n'envisage aucune souillure. Peu importe l'obstacle, la jeunesse refuse de s'imaginer vaincue. Le danger imaginé a ceci de confortable qu'il est toujours défait. Et toujours face à lui, le petit garçon aura le cœur vaillant et se comportera de manière exemplaire, la lâcheté étant à ses yeux un sentiment étranger. Le Jim de Joseph Conrad a quelque chose du petit garçon dont, je cite, les pensées étaient toujours occupées de hauts faits. Dans ses rêveries, je cite à nouveau, il tenait tête à des sauvages sur des rivages tropicaux, étouffait des mutineries en haute mer, et dans un frêle esquif ballotté sur l'océan, il soutenait le courage d'hommes désespérés. Et toujours, il était un modèle de dévouement à son devoir, et aussi inébranlable qu'un héros de roman. Jim a ce défaut puéril qui consiste à fantasmer et préparer son courage. Or le véritable courage ne se prépare pas, il s'improvise. Toujours. Comporterait héroïquement, l'esprit fixe un certain nombre de règles, envisage un certain nombre de scénarios, décide d'un certain nombre d'issues. Volontairement ou non, l'esprit occulte cependant un dénouement possible, l'échec. Car ce qui caractérise fondamentalement un événement, c'est son imprévisibilité. De même, ce qui caractérise fondamentalement l'âme d'un homme, c'est sa faillibilité. Une faillibilité dont Jim n'a pas encore conscience. Il assure, j'ouvre les guillemets, quand tout le monde flancherait alors, il en était certain, lui seul saurait comment tenir tête à la fallacieuse menace du vent et des flots. Je ferme les guillemets. Un héros en puissance n'est pas un héros en acte. Telle pourrait être la leçon de Lord Jim. Quand Marlowe, le narrateur, décrit ce Jim, il lui confère, malgré ses ambiguïtés, tous les atours du héros. Il dit de lui: je connaissais cette mine, il était de bonne souche, il était de nous, typique de cette bonne race stupide que nous aimons. Et plus loin, il ajoute: il était là, debout, représentant toute la lignée de sa race, des hommes et des femmes, dont l'existence même est fondée sur une foi intègre et sur un sens inné du courage. Il était là, debout, harmonieux de membres et de visages, bien campé sur ses jambes, aussi plein de promesses qu'aucun garçon sur qui le soleil ait jamais brillé. Pourtant, si Jim semble être doué de ce courage spontané propre aux gens simples, Marlowe ajoute, il y avait quelque alliage abominable dans son métal, une faiblesse qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri. L'héroïsme fantasmé n'est rien, seul compte l'héroïsme éprouvé, confronté à l'expérience vécue, parfois dans sa plus grande banalité, car le naufrage du Patna, le navire où voquait Jim, n'offre pas la possibilité à celui-ci de s'illustrer. Point d'ennemis à abattre ou de personnes à sauver. Le courage réside ici dans l'acception de la mort de quelques 800 personnes et de la sienne propre. Ne pas abandonner le navire, couler avec le Patna, voici la seule issue noble qui se présente à Jim. L'héroïsme ici n'a rien de spectaculaire, mais relève d'un simple consentement à la fatalité, les 7 canots de sauvetage ne permettant que de sauver une infime minorité des passagers. Lorsque Jim se confie à Marlowe, il affirme ne pas avoir eu peur de la mort, mais plutôt avoir refusé cette mort banale, éloignée des hauts faits que son imagination lui avait réservés. Jim avait tout envisagé, sauf ce scénario-là. Il dit qu'il avait été pris en traître. Or, rappelle Marlowe, c'est toujours l'inattendu qui arrive.
Mourir sur le Patna au milieu de 800 âmes hurlant de terreur, dans la confusion et la laideur du chaos, loin du panache de ses rêves de grandeur, voilà un destin auquel Jim n'était pas préparé. Il disait de lui qu'il était un flanchard à contre-cœur, et il refuse cette mort qui s'offre à lui. Rétrospectivement, cette faillite du courage lui est inconcevable. Il perçoit la faiblesse qui l'a fait sauter du navire vers le canot comme extérieure à sa volonté. Voici ce que raconte Marlowe. Il fallait l'écouter, comme on écouterait un petit garçon qui a fait une bêtise. Il ne s'était rendu compte de rien. Pourtant, si Jim n'arrive pas à faire coïncider son geste avec les qualités qu'il se prête et qui sont véritablement les siennes, c'est là d'ailleurs toute l'ambiguïté du personnage, il sait désormais que le monde qui était le sien s'est écroulé, qu'il a, en un instant, tué l'enfant et donc l'innocence qui était en lui. C'était comme si j'avais sauté dans un puits, dans les profondeurs d'un abîme éternel. Le voici marqué du sceau de la faute, désormais pécheur. Jim doit dès lors tout recommencer, trouver un autre monde qui sera prêt à accueillir le petit garçon, ce petit garçon qu'il fut, afin de devenir ce Lord Jim qu'il aurait dû être.